Il y a quelque chose que j'aime bien dans le cinéma et qui est beau dans cette exploration, c'est que on peut passer d'un monument du cinéma français à une œuvre indépendante sud-coréenne assez rapidement, en tout cas sur ma chaîne, ce qui en fait un grand écart culturel que j'aime beaucoup. Alors, ensemble, on va voyager dans un film venant du pays du matin calme, assez peu connu en France, si on en croit peu de notes qu'on peut avoir sur Sens Critique et d'articles francophones dédiés au long métrage. Et pourtant, c'est une œuvre qui a profondément marqué l'histoire du cinéma d'auteurs sud-coréens. Alors, je sais que les dramas, ils sont beaucoup plus suivis et regardés. Eh bien, si vous êtes familier des couleurs joviales, des acteurs au surjeu émotionnel, des musiques de chanteurs populaires et des lieux qui semblent tout droit sortis d'un rêve ou d'un monde imaginaire, eh bien ici, c'est l'exact inverse, le film en question. Donc je vous propose un voyage dans un film assez discret, à la beauté silencieuse, mais qui laisse derrière lui des échos assez profonds. Je trouve c'est un film sur la solitude, le désir et un peu la cruauté douce. C'est un film où le moindre regard compte, où chaque mot suspendu dans l'air semble peser plus lourd que les silences eux-mêmes. C'est un film qui, sous ses apparences modestes, cache un portrait bouleversant des êtres humains et de leur incapacité à se comprendre. Et peut-être qu'au passage, on va comprendre un peu mieux pourquoi ce petit cochon tombé dans un puits semble nous ressembler tant. Bienvenue sur cet essai sur le cinéma consacré à un film sud-coréen sorti en 1996 et réalisé par Hong Sang-soo, Le jour où le cochon est tombé dans le puits. Oui, sacré titre. Et j'ai découvert ce film assez récemment, en 2024. C'était il y a seulement quelques mois. Et le titre original, c'est, alors je vais essayer de le prononcer, Doejega Umule Mpajinal. Bon, désolé si je ne prononce pas correctement. Il y a certaines prononciations qui sont assez difficiles, mais apprenant le coréen en ce moment et ayant demandé confirmation à une connaissance coréenne si le titre français est exactement comme le titre original, sachez que c'est le cas. Donc, il s'agit du premier film réalisé et sorti au cinéma par Hong Sang-soo, et il y a plusieurs petites précisions linguistiques et culturelles à faire. En coréen, usuellement, on dit d'abord le nom de famille avant le prénom. Et le prénom est composé en deux parties. Le nom de famille, lui, c'est en une seule entité. Par exemple, on va prendre un exemple totalement au hasard, Hong Sang-soo. Hong, c'est son nom de famille, et Sang-soo, c'est son prénom. D'ailleurs, vu comment c'est écrit en romanisé, Hong, s'il y a un H, ça veut dire que c'est expiré, donc c'est Hong. Et quand il y a un G à la fin, vous mettez votre langue sur vos dents du bas et ça donne quelque chose comme Hong Sang-soo. À peu près. Bon, je suis pas sûr de retranscrire parfaitement, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Et donc, dans le prénom, quand vous voyez que c'est en deux parties et qu'il y a un tiret, c'est qu'en général, c'est le prénom. Mais c'est possible que vous voyez des translittérations romaines où il n'y a pas de tiret. Donc, des fois, il faut un peu connaître la culture coréenne pour savoir. Mais voilà, ça c'est un petit détail que vous aurez et que vous saurez pour les autres vidéos sur les films coréens. Alors je pourrais parler un petit peu de la société sud-coréenne en me basant sur un ouvrage de l'an 2000 de Ik Jin-seo, la Corée du Sud, une analyse historique du processus de développement afin de mieux comprendre ce pays qui n'est pas familier de tout le monde. Même si c'est un pays qui fait parler de lui avec la musique, le cinéma et le e-sport. Pour plusieurs choses, la Corée du Sud s'est fait connaître récemment et depuis maintenant quelques années. L'auteur, donc, il retrace l'étonnante transformation économique et sociale sud-coréenne. Donc cette société qu'il décrit, c'est cette société des années 1990 qui était en pleine transformation rapide, marquée par une croissance économique impressionnante, qui était appelée le miracle du fleuve Han, ou plutôt Han, et le fleuve Han, c'est un fleuve très connu là-bas. Et après des décennies de dictature militaire, le pays s'engage vers la démocratie avec l'élection de Kim Jong-sam en 1993. Et l'économie elle a été dominée par les chaebol, qui sont de grands conglomérats familiaux comme Samsung et Hyundai, et accentuant ainsi les inégalités sociales. Les chaebol existent encore aujourd'hui, bien sûr. La classe moyenne émergeait fortement, ce qui était un symbole du succès économique, mais malheureusement une classe ouvrière qui était précarisée et qui persistait et souvent invisibilisée.
On avait aussi les rapports hommes-femmes qui restaient traditionnels malgré de légers progrès, et bien sûr le patriarcat dominait. Les femmes devaient concilier une pression énorme entre carrière et rôle domestique. Et l'accès à l'université pour les femmes est augmenté, mais les postes à responsabilité leur étaient souvent fermés. Et l'éducation ultra compétitive était centrale. Dès l'enfance, les enfants y suivaient des journées exténuantes entre écoles et cours privés, qu'on appelle hagwon. Et le diplôme universitaire, surtout celui des Sky Universities, était déterminant pour l'avenir social. Alors quand je dis Sky, c'est pas le ciel en anglais, c'est S comme Séoul, K comme Corée et Y comme Yonsei. Et le monde du travail valorisait l'endurance et la loyauté. Les employés faisaient souvent de longues heures supplémentaires, parfois au prix de leur santé. Et tout ce que je dis pour les années 90 peut être évidemment valable de nos jours. Et dans les années 90, le chômage restait assez faible avant la crise asiatique de 1997, ce qui frappa durement l'économie et provoqua une montée de l'instabilité sociale. Donc à cette époque, le cinéma sud-coréen, il commence à sortir d'une période assez terne. On est avant l'explosion de ce qu'on appellera plus tard la nouvelle vague coréenne, Hallyu en coréen, qui est aussi utilisé comme terme signifiant vague coréenne, celle des Park Chan-wook, des Kim Ki-duk et des Bong Joon-ho. Et au milieu des années 90, donc ce cinéma sud-coréen, il commence à sortir donc d'une longue période de censure et de stagnation. Et après des décennies sous contrôle gouvernemental, l'industrie bénéficie de réformes démocratiques. Une nouvelle génération de réalisateurs émerge, apportant des thèmes audacieux et des styles innovants. Et le marché intérieur est revitalisé par des films locaux qui rencontrent enfin du succès face aux productions étrangères. On a les premiers succès critiques et commerciaux qui annoncent un renouveau et les tendances aussi des politiques de soutien au cinéma national, à peu près l'équivalent du CNC en France. Oui, parce que il serait quand même dommage, tout de même, de dire que le fonctionnement du CNC est unique à la France, alors qu'on est une chaîne YouTube consacrée au cinéma avec des centaines de milliers d'abonnés. Ce serait dommage de faire ça, Et donc cette période, elle jette les bases de l'explosion culturelle qui viendra dans les années 2000. Et le public sud-coréen commence à retrouver confiance en son propre cinéma. Hong Sang-soo, il fait partie de cette génération charnière entre un cinéma coréen vieillissant, alors, bien que, il faut quand même noter qu'il y a des films coréens vachement intéressants dans les années 90, 80, 70, même 60. Il y a moyen de trouver des pépites, et j'essaierai d'en parler plus tard. Donc Hong Sang-soo il est un petit peu dans cette charnière entre le cinéma sud-coréen vieillissant et une esthétique beaucoup plus moderne, décomplexée, qui regarde autant du côté du Japon, qui était une sorte de modèle esthétique, que de l'Europe, notamment les États-Unis. Et nous le verrons plus tard, mais il y aura des acteurs venant du Japon et de France dans les films de Hong Sang-soo, dont Isabelle Huppert, qui en est une très bonne illustration encore récemment. Et Hong, il ira aussi filmer hors de la Corée, il ira en France et en Allemagne par exemple. Et puis, bon, il faut le présenter, mais qui est Hong Sang-soo, ce fameux Hong Sang-soo? Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur sa personnalité et sa vie conjugale qui a tant fait parler dans son pays, mais je pense qu'il est préférable pour l'instant de rester sur la période du film en question dans ce podcast. On va déjà présenter brièvement le bonhomme. Donc Hong Sang-soo, c'est un réalisateur sud-coréen qui est né en 1960 à Séoul. Et après des études de cinéma à l'université Chung-Hang, il poursuit sa formation aux États-Unis, notamment au California College of Art et à l'Art Institute of Chicago. Et il travaille après, en revenant en Corée du Sud, dans l'industrie télévisuelle et cinématographique, notamment comme assistant réalisateur. Et très tôt, il développe un goût pour des récits intimistes et épurés, et il est influencé, par exemple, par Eric Rohmer et Robert Bresson, ce qui nous amène à sa première réalisation. Et le critique de cinéma et maître de conférences en histoire et esthétique de cinéma Charles Tesson dit que Hong Sang-soo, c'est un observateur du comportement humain et des relations complexes entre hommes et femmes, souvent vouées à l'échec, le décrivant comme un cinéaste majeur dont l'œuvre
à la fois réaliste et métaphorique, explore avec finesse les dynamiques humaines et les transformations urbaines, en particulier celle de Séoul. Antoine Coppola, spécialiste français du cinéma sud-coréen, cite Hong Sang-soo dans son ouvrage Dictionnaire du cinéma coréen, et il figure parmi les cinéastes sud-coréens notables. Hong Sang-soo, c'est une figure majeure du cinéma indépendant en Corée du Sud. Actuellement, il est crédité sur 40 films selon le site IMDb, et sur ces 40 films, il est réalisateur et scénariste de la totalité de ces films. La totalité, hein. J'ai bien vérifié, il n'y en a pas un qui manque. Comprenant évidemment les courts-métrages, parce qu'il n'a pas fait que des longs-métrages, et un segment pour la Mostra de Venise. Ainsi, Hong, c'est un réalisateur et scénariste du film du jour, hein, bien sûr, le jour où le cochon est tombé dans le puits. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une histoire totalement originale, d'après un article de Sean Gilman qui en parle, et je vais le citer. Le titre provient d'un article de John Cheever, publié dans le numéro du 23 octobre 1954 du New Yorker, et bien que l'intrigue n'y soit pas liée, l'histoire pourrait fournir une clé pour percer certains des mystères de l'œuvre de Hong, la fongibilité de la mémoire et les tournants décisifs de nos vies que nous ne reconnaissons que comme des points culminants longtemps après qu'ils soient passés et que nous ayons déclinés. Donc, on a un drôle de film qui montre une vision de la Corée du Sud selon son atypique réalisateur. Le film n'arrive pas dans un vide culturel. Il est à la fois héritier et rupture. Il est héritier d'un cinéma réaliste, ancré socialement, mais rupture par son traitement des personnages, sa sécheresse émotionnelle et son approche elliptique du récit. C'est un long-métrage qui apparaissait un peu comme un ovni, si vous voulez, dans le cinéma sud-coréen. Il rompait avec les schémas narratifs traditionnels, privilégiant l'observation du quotidien et les personnages faillibles plutôt que des intrigues spectaculaires. On commençait déjà à avoir des choses vachement intéressantes dans le spectacle en Corée du Sud. Et Hong Sang-soo, il utilisait une mise en scène, je dirais minimaliste, avec des dialogues crus et une structure éclatée, influencée par le cinéma d'auteur européen. Et à une époque où la Corée du Sud favorisait les mélodrames formatés, les récits patriotiques, et ben ce réalisme intimiste et désabusé, il détonnait un peu chez Hong Sang-soo. Le regard lucide sur les relations humaines, sans héroïsme ni idéalisation, c'était assez rare. Et ce style nouveau ouvrait la voie à un cinéma plus personnel. Et il annonçait aussi l'émergence d'une génération d'auteurs coréens indépendants. Donc, d'ailleurs, si vous vous attendiez à voir un cochon dans le film, bah, vous allez être déçus. Par contre, vous verrez un petit chat noir et blanc. Alors, l'histoire, parce qu'il y en a une, oui, elle est contemporaine de la sortie du film et se passe à Séoul, qui est la capitale administrative de la Corée du Sud. On suit plusieurs personnages. On a un écrivain raté, une jeune femme mariée, une vendeuse de billets de cinéma et un mari assez jaloux, dont les vies vont s'entrecroiser, souvent de manière tragique et parfois même mesquine. Alors, il n'y a pas de véritable intrigue au sens classique. Hein. Je vous ai résumé le truc déjà. Ce sont plutôt des tranches de vie, des accidents émotionnels, des malentendus et des pulsions qui se rencontrent jusqu'à ce que quelque chose cède, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture quelque part. Et on assiste à des scènes de leur quotidien, des disputes, des rendez-vous ratés, des humiliations, des déceptions, des paroles blessantes et des désirs inassouvis. Et bah dès son premier film, on retrouve une grande partie de l'univers de Hong. On peut presque parler du Hong Sang-soo Cinematic Universe. Hein. C'est même mieux que le MCU. Hein. La mise en scène du quotidien où sont filmées les déceptions, des couples infidèles, une recherche de montrer le désir des gens qui fument et qui boivent et des discussions qui semblent futiles. Et dans cette œuvre, il ne se passe en apparence presque rien. Comme ça, quand on aborde ce film et son cinéma en général, on n'a pas de grands drames, on n'a pas de scènes grandioses. En fait, le film quand même demande un effort, mais s'il en demande un, c'est justement pour offrir une expérience plus riche. Il refuse, Hong Sang-soo, de flatter les attentes du spectateur. C'est pas son but, hein. Il invite plutôt à une expérience personnelle, une expérience intérieure.
Le long métrage, il est accessible à tous ceux qui accepteront de regarder au-delà du spectaculaire et au-delà d'une histoire classique pour explorer l'ordinaire avec une sensibilité différente. Et le récit, il a une structure fragmentée. C'est un film qui est divisé en 4 chapitres, un chapitre par personnage, hein, en gros. Mais on n'a pas d'exposition non plus explicite. Hein. Donc, chaque chapitre correspond à un personnage et on a, pour commencer, Hyoseop. C'est un écrivain modeste qui est aussi alcoolique. On a Bokyung, qui est donc cette jeune femme mariée qui est coincée entre deux hommes. On a Dongwo, qui est ce mari jaloux, qui est donc le mari de Bokyung. Et on a Minje, la vendeuse de billets de cinéma, qui est aussi l'autre amante de Hyoseop. Et chaque chapitre va reprendre certains événements vus dans un autre chapitre, mais sous un autre point de vue et sous différents angles. Il y a cet exemple de cette scène de bar où on voit d'abord la scène avec Hyoseop qui devient ensuite secondaire dans le récit de Bokyung. Cela construit un effet de temporalité flottante où les actions banales prennent des résonances classiques par accumulation. C'est plus ou moins ce qu'on pourrait avoir dans Pulp Fiction, si vous voulez, dans l'idée. C'est-à-dire que vous savez déjà ce qui s'est passé avant, enfin bref, vous voyez, c'est à peu près comme ça qu'on peut l'imaginer. Et donc, Hong Sang-soo, dans ses premières interviews, il a souvent évoqué son admiration pour Jean-Luc Godard et Eric Romer. Et comme Godard, Hong déconstruit la narration classique. Il va fragmenter, il va déconcerter, il va laisser place au silence, au regard fuyant et aux gestes hésitants un peu. Et chez Romer, on retrouve cette importance capitale des dialogues quotidiens, et cette idée que l'essentiel ne passe pas forcément par l'action, mais par la parole, par les non-dits et les contradictions intérieures des personnages. Et dans l'œuvre, chaque relation est marquée par l'incommunication, exactement comme dans des films comme Manu chez Maud ou Le Rayon Vert de Romer. Et la vie intérieure des personnages, elle est insaisissable. Ils parlent beaucoup, mais ils ne se comprennent jamais vraiment. Et on a une autre source d'inspiration claire pour filmer le quotidien, et oui, on va reparler de lui, le cinéma de Yasujiro Ozu. Et oui, parce que Hong, il reprend l'attention d'Ozu aux détails de la vie ordinaire. Hein. On a un verre de soju sur une table, un geste maladroit, une promenade silencieuse dans un parc. Et puis il y a aussi ce rythme lent, cette absence de climax dramatique qui pète aux yeux, qui rappelle des films comme... Alors, c'est un parmi tant d'autres, hein, Voyage à Tokyo. Hein. Le rythme, il est lent et c'est un choix délibéré pour ancrer l'histoire dans un réalisme brut. Hong Sang-soo, il ne cherche pas à divertir, au sens... regardez, c'est spectaculaire, c'est magnifique. Non, non, non. Mais il est là pour refléter le quotidien. Ses vides, ses répétitions, ses incertitudes. Et cette fragmentation narrative, elle souligne que la vie ne suit pas un chemin clair ou héroïque. Elle est faite d'épisodes disjoints, comme dans la vraie vie. Et l'espace domestique est très important, avec les chambres, les appartements et les petits restaurants. Et comme chez Ozu, ce sont souvent dans ces lieux modestes que les grandes tragédies de l'âme se jouent. C'est presque une ambiance où il n'y a pas de bruit, tout se fait par le geste. Et si on pense à des récits choraux qui peuvent être similaires, on peut penser à une référence plus occidentale, Robert Altman, hein, comme des films Shortcuts ou Nashville. Hein. Et Hong Sang-soo, il adopte dans son film un regard fragmenté sur plusieurs personnages, sans en privilégier un sur l'autre. Sauf peut-être plus Bokyung, je trouve. Peut-être, surtout vu la fin. Mais il montre comment leur destin s'effleure. Parfois, comment ils se heurtent, sans que cela construise pour autant une histoire classique au sens hollywoodien. Et c'est un regard sur la vie qui accepte le hasard, qui accepte l'inachevé et l'incompréhensible. Le réalisateur, il ne copie jamais ses modèles. Je dirais plutôt qu'il les digère et qu'il les réinvente. Et, sur la fragmentation du récit, influencé par Godard et Altman, Hong y refuse une progression dramatique logique. Je dirais plutôt qu'il préfère juxtaposer des blocs de vie qui se croisent ou se répondent de manière elliptique. Sur les dialogues ambigus, par exemple, comme chez Romer, les personnages de Hong disent une chose et en pensent une autre. Les dialogues ne révèlent pas la vérité, ou plutôt ils la cachent et ils la trahissent.
et sur la poésie du quotidien, inspiré encore une fois par Ozu, Hong filme des moments de la totale banalité, hein. Un repas, une marche sur la pluie, une dispute sans gravité. Mais, en fait, dans ces moments surgit une émotion intense. Et c'est dans l'ordinaire que le tragique prend racine. Hong, il semble aussi fâché avec quelque chose, c'est manifeste, hein, c'est le chant contre chant. Ouh, il aime pas ça. Alors, autant que possible, quand il peut, il cadre tous ses personnages dans le même plan. Et s'il y a un personnage qui n'est pas proche d'eux, il va utiliser un miroir ou un autre objet où on voit le reflet de ce personnage qui est plus loin. Comme cette scène, vers 20 minutes de film, on a Hyo Se-op qui est assis avec Bo Kyung, et il y a une connaissance de l'écrivain qui est vue dans le miroir. Moi, je trouve que refuser le chant contre chant, c'est une manière de raconter son film d'une manière réaliste, avec un cadre où on observe un moment de vie. Et en fait, dans sa façon de coller des morceaux de vie ensemble et de montrer des points de vue différents d'un seul fait, on a Frédéric Saboureau qui en parle dans une conférence au Forum des images en 2018, où il cite Gilles Deleuze dans son ouvrage. Cet ouvrage, c'est Différence et répétition. Donc il dit la répétition est vraiment ce qui déguise en se constituant, ce qui ne se constitue qu'en se déguisant. Les masques ne recouvrent rien, sauf d'autres masques. Il n'y a pas de premier terme répété par le symbole, le simulacre et la lettre de la répétition même. Et Saburo, il explique aussi que il n'y a pas de vérité première et que cette succession de masques fictionnels vient nourrir notre quête inépuisée de sens. Je trouve ça intéressant. Alors, ce film aussi, bon, évidemment, il ne suit pas une trame classique, hein, ça on l'a vu, mais aussi, il saute d'un personnage à l'autre et d'un événement à l'autre. Les liens, ils sont plutôt ténus, parfois même invisibles, et c'est précisément cette construction éclatée qui fait que on ressent quelque chose d'inattendu en le regardant. Alors personnellement, j'ai ressenti, comme dans la plupart de sa filmographie, beaucoup de malaise en regardant ce film. Mais c'est pas un malaise où on se dit oh là là, non, c'est terrible, oh non, c'est dégoûtant. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est plutôt une gêne un peu rampante ou glissante. C'est une gêne constante où intérieurement, je me disais que je voulais pas être comme ces personnages, hein, et que je me reconnaissais pas comme ces personnages. Alors que pourtant, c'est vraiment des gens que vous voyez tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et le film m'a rappelé aussi certaines journées où rien ne se passe, où on se sent inutile et où le monde semble avancer sans nous. Ce qui frappe aussi, en premier lieu, au-delà de son audace, c'est la manière dont le film parle de la solitude. Bon sang, le terme de la solitude, ça traverse tout le film, hein. Tous les personnages, ils sont seuls, terriblement seuls, même lorsqu'ils sont physiquement ensemble. Et oui, même là. Et même le sexe ne comble rien. Alors, même la parole, elle est souvent creuse et maladroite, et l'amour est confondu avec le besoin. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et lors de la première scène de sexe, entre Hyo Se-op et Bo Kyung, Bo Kyung, elle demande de mettre la couverture sur elle et son amant. Alors, pas juste pour elle, hein. En fait, elle signifie aussi que personne d'autre ne doit savoir ce qui se passe avec lui. Et une façon de ne pas trop en montrer à nous, les spectateurs, hein. Et même la courte musique. Alors, je sais même pas si c'est une musique, c'est plutôt un son étrange qui accompagne ce moment-là et d'autres moments dans le film, qui est désagréable, hein. C'est un peu comme un moment où on ressent qu'ils ne sont pas à l'aise, hein. Et même les câlins, ils semblent gênés. Et en fait, sa façon que Hyo Se-op a de lui enlever sa culotte à Bo Kyung, oh la vache, c'est triste. En fait, je crois que le film veut nous montrer que Hyo Se-op, il est nul au galipette, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Dans ce film, donc, on voit que le sexe, il est nul et qu'il n'y a pas de plaisir. Alors qu'on voit des scènes où les personnages, ils sont nus, alors sans pour autant voir les parties intimes. Ce n'est même pas un film érotique, hein. On voit, allez, au maximum les fesses et le reste du corps des personnages, y compris les poitrines. Et Hong, il capture cette solitude qui n'est pas spectaculaire, c'est une solitude banale. Tous, je dis bien tous, rêvent d'autre chose, mais ils échouent tous. Bo Kyung à la fin, ça à réfléchir, hein. Et les relations sexuelles, elles sont
jamais idéalisées. Elles sont montrées comme des transactions, ou des tentatives de contrôle, ou des échappatoires à la solitude. En gros, ce sexe, il n'est pas romantisé. Il est triste, et il est un peu déshumanisé. Et Hong, il nous oblige à regarder ces rapports sans détour, et sans la moindre complaisance. L'écrivain, même en présence des autres, il reste radicalement seul, même quand il va avoir un repas avec des gens. La femme mariée, elle vit un isolement intime au sein même de son mariage. Et cela rejoint, je crois, la pensée de Simone Veil. Donc là, je parle de la philosophe qui est née en 1909, qui écrit dans La pesanteur et la grâce « L'attention extrême est une forme d'amour ». Et dans ce film, les personnages, ils sont incapables de véritable attention les uns envers les autres. Ou en tout cas, ils savent pas s'y prendre. Ils parlent, ils séduisent, mais ils blessent et ils ne voient jamais vraiment l'autre réellement. Il en résulte une espèce de solitude ontologique et une séparation inévitable entre les êtres. Et le désir, il est omniprésent dans le film, évidemment. C'est un désir sexuel, mais c'est aussi un désir de reconnaissance, un désir d'échapper à leur propre médiocrité. Mais c'est un désir qui n'est jamais libérateur, je dirais plutôt que c'est un désir qui est pathétique, souvent tourné vers des objets ou des personnes inaccessibles. On y voit à la fois des pulsions sexuelles et de l'amour qui n'est pas partagé. Et chacun est mu par un manque, une espèce de vide intérieur qui tente maladroitement de combler. Alors le désir est omniprésent, il est souvent sexuel et parfois plus diffus, et il est teinté d'aspiration artistique ou d'une quête d'affection. Artistique surtout, évidemment, pour l'écrivain. Et ce personnage, Hyoseop, il incarne cette lutte vaine. Il désire la reconnaissance et l'amour, mais il se heurte à son incapacité d'agir autrement que par de l'égoïsme. Lors d'une scène, par exemple, on a Hyoseop et Min-jae qui se retrouvent au karaoké, et durant leur interaction, qui est pleine de sous-entendus et d'hésitations, et bah, ça se finit en malaise total. Personne ne dit vraiment ce qu'il ressent, même quand il chante, ça a l'air triste. Ce qui veut dire que Hong, il montre des êtres incapables de communiquer pleinement. Ils sont empêtrés dans des relations ambivalentes, et leurs rencontres deviennent des lieux de friction entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils obtiennent réellement à la fin. Et la frustration, elle est sourde, mais omniprésente à la fois, et elle est alimentée par l'écart entre rêve et quotidien. Et les scènes sont filmées avec une sobriété brutale, accentuant l'absurdité des petits gestes. Le temps il s'étire, laissant les personnages errer dans des dialogues vides ou des silences lourds. Et le désir, chez Hong, il est moins romantique que banal, presque mécanique. Il est perçu comme un besoin fondamental, mais jamais vraiment assouvi. Les corps s'attirent, ils se repoussent, s'usent sans jamais atteindre l'idéal pressenti. Et on a une mise en scène sans artifice, qui souligne ce sentiment d'impuissance. Même l'amour devient un territoire de malentendus et de déception. Et cette frustration finit par ronger toute tentative d'élévation spirituelle ou personnelle, ou même collective. Et à travers cette chronique des perdants magnifiques, on pourrait dire, qui est un peu morcelée, Hong, il va dresser le portrait d'une humanité minée par ses désirs inassouvis. Il va filmer des êtres qui n'accompliront rien de grand finalement, dont les rêves resteront des embryons. Et pourtant, il ne les juge jamais, c'est ça qui est fort. Il regarde ces existences minables avec une tendresse cruelle. Et le réalisateur, je trouve qu'il capte une violence assez sourde, tapie sous la banalité du quotidien. La tension, elle traverse les gestes anodins, les silences prolongés et les regards fuyants. On n'a pas d'éclat spectaculaire, mais c'est une pression constante qui est latente et qui pèse sur les personnages. On a l'impression qu'ils sont prisonniers d'eux-mêmes et qu'ils sont incapables d'exprimer pleinement leur frustration ou leur désir. Chaque rencontre devient un champ de force invisible où l'hostilité suinte sans se dire. Alors, on voit à un moment aussi le poster du film Les Évadés de Frank Darabont, et je trouve que c'est curieux parce que je me suis demandé si le fait que ce soit dans une fiction que les personnages se sortent de l'injustice dans laquelle ils sont enfermés, c'est pas un parallèle avec la prison imaginaire dans laquelle les personnages du film de Hong se sont enfermés. Et les mots, ils blessent plus que les gestes aussi. Les silences, ils étouffent plus que les cris. Il est fort quand même Hong pour ça.
Il construit un monde où la violence ne se manifeste pas frontalement, mais irrigue souterrainement chaque instant. L'absence d'explosion dramatique renforce ce malaise. Ce n'est pas une violence d'action, mais une violence d'être. C'est pas la même chose. Il critique aussi son pays, Hong. Il propose une critique sociale implicite de la société de son pays contemporainement, hein, marquée par l'aliénation, l'individualisme et la vacuité des relations humaines. C'est un observateur acide, et à travers le portrait croisé de ces 4 personnages, le film il montre une société où les individus peinent à communiquer sincèrement. Le réalisateur il met en scène des personnages perdus. L'écrivain par exemple il incarne l'échec de l'intellectuel incapable de trouver sa place dans un monde pragmatique. Son incapacité à établir de véritables connexions humaines symbolise l'isolement émotionnel d'une classe moyenne en crise. Et de même, la femme mariée Bo-kyung, elle est piégée dans un mariage sans amour, qui est le reflet des pressions sociales sur l'institution familiale. Hong y critique ainsi une société qui valorise l'apparence et la conformité plutôt que l'authenticité et le bonheur personnel. Je crois même que c'est encore pire aujourd'hui, en 2025, hein, dans ce pays. Et les gestes de la banalité, les silences courts et les regards vides, ils expriment mieux que les mots l'étendue de cette crise existentielle. On a les répétitions des situations qui soulignent l'absurdité du quotidien. La ville, elle est filmée comme un espace gris et sans issue, qui accentue la sensation d'étouffement. Hong, il évite aussi tout pathos. Il expose froidement, presque cliniquement, et il nous montre le malaise social d'une époque. Et à travers une structure fragmentée et un style minimaliste, le film dresse le portrait d'une société en perte de repères, où la quête du sens semble vouée à l'échec. Alors le film m'a rappelé aussi certains films européens comme ceux de Michelangelo Antonioni et même Maurice Pialat. Vous savez, ce même regard un peu détaché mais plein de compassion sur les êtres humains. Et le film il devient une espèce de parabole discrète de nos errances intérieures. C'est un monde urbain moderne qui écrase les individus. Et il y a même une scène où Min-jae cherche à faire un autre boulot et elle va doubler du porno d'animation. Et son patron la regarde faire. Ce qui ajoute une nouvelle fois ce regard gênant. Et Hong, il explore aussi l'aliénation urbaine, ça j'en ai parlé juste avant, à travers des personnages solitaires qui errent dans Séoul. Le film en fait il dresse le portrait de ces vies morcelées qui sont marquées par l'incommunicabilité et le désespoir quotidien. La ville devient alors un labyrinthe oppressant où chaque tentative devient vaine, qui donne un sens à son existence ou qui essaye de donner un sens à son existence et c'est raté. Et la ville est donc filmée de manière sale, terne, un peu comme un piège. Et Hong y capte avec précision la mélancolie sourde des grandes métropoles, au moins Séoul, hein. Et son regard lucide et empathique souligne l'isolement croissant au cœur de la modernité. Alors, bien sûr, il est aussi question de classe sociale, hein. Bo-kyung et Min-jae, elles viennent toutes les deux de mondes différents. Et le film montre que malgré leurs désirs, malgré leurs tentatives, elles restent enfermées dans leurs conditions. Hong y dépeint une société où l'ascenseur social est bloqué, où les rêves sont étouffés par le poids de la norme. Alors on pourrait considérer le cinéma de Hong comme un cinéma de l'observation avec peu d'éléments extérieurs comme la musique extra-diégétique. Il n'y en a quasiment pas, hormis cette espèce de son gênant par moment qui est le même et qu'on retrouve à l'ouverture du film et entendu épisodiquement plus tard. Et c'est un son brut, hein. On a le bruit des rues, les tintements de verre, les bruits de bouche quand ils mangent ou quand ils boivent, le frottement du stylo sur le papier, ou même quand Hyo-seop ouvre et ferme son stylo. C'est un bruit qui est perturbant. Aussi le bruit du papier quand les pages sont tournées. Aussi le lavage de fruits dans un lavabo. Et en fait, tout cela est accompagné d'un silence pesant. Et cela participe à créer une expérience immersive. On est à l'intérieur des scènes, on n'a pas de médiation émotionnelle, et on n'a pas de violon triste pour nous dire quoi ressentir. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on ne nous prend pas par la main pour nous faire comprendre. Ça, j'aime beaucoup ce type de film. Ce peu de musique est donc souvent banal. Il renforce l'absurdité du monde présenté. Le silence, il devient un langage, un poids même. Il rend chaque geste, chaque mot un peu plus lourd.
Et c'est un film qui prend son temps. Les scènes sont longues, elles sont souvent même anodines, hein. Boire un café, marcher dans la rue et se disputer pour rien. Hong y montre que c'est justement dans cet ordinaire que surgissent les vrais drames, hein. L'ennui devient un moteur narratif. Les personnages, pour fuir l'ennui, ils commettent des actes irréfléchis et ils se blessent mutuellement. Alors, il serait réducteur, je pense, de lire ce film uniquement à travers une vision occidentale. Évidemment, Hong, comme de nombreux artistes sud-coréens, il est imprégné d'une culture où le bouddhisme et le confucianisme ne sont jamais très loin. Alors, le bouddhisme enseigne par exemple la vacuité, qu'ils appellent sunyata, qui est l'impermanence de toute chose et l'illusion du désir. Le cochon tombé dans le puits, c'est peut-être nous tous, hein, prisonniers de nos attachements illusoires, hein. Alors, on a aussi un autre enseignement, hein, qui est le sutra du cœur, hein, qui dit forme est vide, vide est forme. Et bien dans ce film, les relations humaines ne sont qu'apparence. Ce sont des superpositions fragiles destinées à se dissoudre. On a aussi un proverbe coréen ancien qui souligne cela très justement. Même la fleur la plus éclatante finit par se faner. Et dans cette perspective, la souffrance des personnages, elle n'est pas tragique, mais simplement naturelle. En fait, elle est normale, elle est presque attendue. Et dans la Corée du Sud des années 90, la société, elle est profondément marquée par la tradition confucéenne. Mais elle commence aussi à ressentir l'influence grandissante de l'Occident et de la modernisation rapide, hein. Et en Corée, le sexe reste un sujet tabou. Il est rarement évoqué publiquement et la pudeur est attendue, surtout de la part des femmes, hein. L'éducation sexuelle elle est quasi inexistante et ça, j'en avais parlé avec des Coréennes quelques fois et elles estiment que les parents et l'école ne leur auront presque rien appris sur le sujet, hein. Et la sexualité hors mariage, elle est socialement condamnée, même si elle existe discrètement. Et la famille conserve aussi une place centrale. Elle est perçue comme l'unité fondamentale de la société, avec une forte pression sur les enfants pour réussir académiquement et professionnellement afin d'honorer leurs parents. Le respect de la hiérarchie familiale est essentiel. L'autorité du père et des aînés est rarement remise en question. La piété filiale est un devoir moral. Le mariage est considéré comme une étape indispensable pour entrer dans l'âge adulte. Les mariages arrangés, bien qu'en déclin, restent assez courants, parfois sous forme de rencontres organisées par les familles. Bon, il n'y a pas qu'en Corée, bien sûr, qu'il y a ça, hein. Se marier tardivement, c'est mal vu, surtout pour les femmes, pour qui la pression sociale est intense. Et les relations sentimentales commencent à se libéraliser, notamment parmi les jeunes urbains. Et inspirés par les films, les dramas et la culture populaire occidentale, ils aspirent à des relations amoureuses plus romantiques et moins arrangées, hein. Évidemment, tout dépend de votre définition du romantisme. Alors, cependant, les relations sexuelles avant le mariage sont encore aujourd'hui largement stigmatisées et la virginité féminine est valorisée. Alors, tout du moins chez les traditionalistes au minimum, mais à mon avis, il n'y a pas que. Et la décennie 1990 et 1999, c'est une période de transition. C'est l'ouverture économique du pays, c'est l'internationalisation et l'explosion des médias qui entraînent un changement progressif des mentalités. Mais les normes traditionnelles continuent de peser fortement. Et ainsi, la tension entre modernité et tradition caractérise la manière dont le sexe, la famille et l'amour sont perçus dans la Corée du Sud des années 1990. Alors, comment s'est montré esthétiquement tout ça, même si on en a un peu parlé déjà? Eh ben, l'esthétique du film est radicalement simple, hein. Le réalisateur, il préfère le regard brut, la vérité des gestes. Il capture ce que les personnages ne savent pas qu'ils révèlent. Alors, je vais m'expliquer. En fait, il y a un léger mouvement de recul chez Hong. On a par exemple un verre de soju vidé sans plaisir, hein. On a un regard esquivé. Tout ça est montré d'une façon assez intéressante, je trouve. On a par exemple des plans d'ensemble pour situer les personnages dans l'espace social et urbain. On a des plans moyens lors des dialogues qui sont toujours légèrement centrés. On a des plans fixes sur des actions apparemment anodines comme boire un verre ou fumer une cigarette. On a aussi de longs travelling qui sont lents, on a peu de coupes et on a peu de mouvements. Et bien ces choix, ils traduisent une volonté de réalisme et une mise en lumière du vide existentiel. Hong, il filme un peu comme s'il voulait s'effacer derrière ses personnages
dans une espèce de sobriété extrême. Il filme la distance entre les personnages, leur incapacité à communiquer sincèrement. Et le choix du plan fixe et large matérialise ce fossé émotionnel. Il ne s'agit pas de faire joli, il s'agit de regarder. Et les personnages sont souvent filmés à distance, dans un cadre large, sans que la caméra ne vienne commenter ce qu'ils vivent. Par exemple, dans une scène où on a Hyo-seop qui marche ivre dans les rues de Séoul, et la caméra reste en retrait, en plan fixe, laissant toute la trivialité et la détresse du personnage s'exprimer sans superflu. Et la plupart des plans sont statiques. Il n'y a quasiment pas de zoom ostentatoire, qu'on retrouvera davantage avec Hong plus tard dans son cinéma. Et quand un mouvement survient, comme un léger panoramique et un discret recadrage, c'est pour accompagner le rythme interne d'une scène, jamais pour souligner un moment dramatique. Par exemple, dans une séquence où on a Hyo-seop et la jeune femme qui se retrouvent dans un café, la caméra elle reste immobile pendant de longues minutes. Ce n'est qu'au moment où la conversation devient plus tendue que Hong opère un minuscule recadrage vers le personnage principal. Et ce petit mouvement souligne l'émotion sans la surligner. En fait, toute cette austérité formelle sert parfaitement le propos. Elle donne au spectateur l'impression d'être témoin de scènes de la vie réelle et pas d'un film mis en scène. Et c'est ce qui est fascinant, c'est que dans cette banalité apparente surgissent des moments de grâce, de vérité et parfois d'humour absurde. Il va aussi utiliser la lumière naturelle, évidemment. Il va utiliser des intérieurs modestes et les rues ordinaires. Cela accentue l'impression de morosité. En journée, on a une lumière diffuse, blanche et légèrement froide. Et la nuit, la lumière elle est artificiellement crue. Elle est utilisée aussi avec des néons d'hôtel bon marché et des lampadaires blafards. Et il y a quelque chose de pudique dans la manière dont la caméra reste souvent loin des visages, comme pour ne pas les trahir. Mais cette distance crée une sorte de tristesse étouffante. Rien n'est là pour séduire immédiatement. Il n'y a pas de filtre flatteur, il n'y a pas de lumière de studio. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas. Et on a parfois l'impression d'être ce voisin indiscret, presque voyeur, un témoin silencieux. Et même la photographie épouse l'état d'âme des personnages, qui est une vie sans éclat, un monde sans lumière intérieure. Et visuellement, le film adopte une palette désaturée, très neutre. On n'a pas d'effet de style tape à l'œil, mais on a une dominance de tons ternes, du gris, du beige, du brun et du vert délavé. Et cette esthétique accentue la mélancolie ambiante. Et, la grisaille visuelle correspond au vide intérieur des personnages, comme lavé par la pluie. Hong y refuse la beauté classique pour mieux coller au réalisme triste du récit. Par exemple, dans une scène où Bo-kyung marche seul la nuit, la lumière bleutée du soir et la rue quasiment vide participent au sentiment d'aliénation du personnage, sans qu'aucun mot n'ait besoin d'être prononcé. Le montage il est elliptique aussi. Hong y omet volontairement des moments clés, obligeant le spectateur à reconstituer dans leur tête l'histoire à partir de fragments. Les scènes s'enchaînent sans transition nette, créant des vides temporels. Hong y privilégie des coupes sèches entre les scènes, sans transition marquée, créant parfois des effets de rupture brutaux mais volontairement anti-spectaculaires. Et certaines actions ou conséquences ne sont jamais montrées à l'écran. Et cette approche renforce l'impression d'incommunicabilité entre les personnages. Et le spectateur doit alors activement combler les ellipses pour saisir la profondeur du récit. D'autant plus que le film est lent, tout en ayant une ambiance tendue à cause de la gêne qu'on ressent pour les personnages. Hong, il joue avec nous. Il filme comme s'il posait des questions sans jamais vouloir donner de réponse. Et l'austérité, elle est précisément ce qui donne au film sa force. Chaque plan est pesé, réfléchi, et laisse au spectateur la liberté d'observer les dynamiques entre les personnages sans être guidé par une mise en scène intrusive. Hong, il développe ici un style minimaliste qui préfigure l'essence même de son cinéma, dépouillé pour mieux révéler l'intime. Alors, ce film, il n'est pas pessimiste par plaisir, mais par lucidité, c'est pas pareil. Il ne vend pas d'illusions confortables. Il expose la solitude, l'absurdité et les frustrations modernes sans phare. Cette honnêteté brutale invite à une réflexion profonde sur notre manière de vivre, d'aimer et d'échouer. Et c'est précisément cette franchise
qui est précieuse. Et en plus des couleurs, on a les décors, bon c'est lié, hein, qui sont ternes, et on a aussi des costumes et des habits qui sont quelconques. Hein. Tout dans l'image respire le réalisme brut, hein, sans emphase. C'est précisément ce qui rend le film aussi oppressant. Il n'y a rien qui est sublimé, il n'y a rien qui est épique, tout est médiocrité. Les appartements, ils sont tout petits, ils sont encombrés, ils sont souvent sombres. Ces espaces comprimés sous l'extension physique de l'état psychologique des personnages. Hein. Ils traduisent leur sentiment d'étouffement, leur incapacité à trouver une issue. Par exemple, l'appartement de l'écrivain qui est en désordre permanent, on a des piles de livres mal rangés, des vêtements éparpillés et une lumière terne. Alors, on pourrait dire que son espace reflète son échec personnel et affectif. Hein. Et le désordre n'est pas seulement matériel, il est mental. Et les habits, ils sont souvent délavés, ils sont mal ajustés, ils sont tristes. Ce sont des uniformes de la banalité et des costumes d'une existence non extraordinaire. Hong, il refuse l'esthétique du glamour, hein. Ça c'est clair. Ces personnages, ils portent littéralement sur leur peau les marques de leur usure intérieure. Et Hong, il utilise des lieux familiers et quotidiens pour ancrer ces personnages dans une réalité tangible. Séoul, avec ses cafés, ses librairies et ses cinémas, sert de toile de fond aux interactions complexes entre les personnages. Les chambres d'hôtel et les gares routières, ce sont des espaces de transition qui symbolisent les moments de rupture ou de changement dans la vie des personnages. L'un des rares endroits joyeux, et alors plus ou moins joyeux, hein, bien sûr, c'est une librairie où les couvertures des livres sont blanches et c'est un moment très furtif. Hein. On a aussi le soju qui est souvent présent. Boire est un rituel social, mais ici, c'est surtout un anesthésiant. Les bouteilles vides, éparpillées dans les bars et les appartements, ce sont des témoins muets du désespoir rampant. Boire ensemble, c'est pas vraiment partager quelque chose. Hein. C'est souvent boire seul, mais ensemble, c'est pas pareil. C'est un simulacre de lien social. Le soju est bien plus qu'une simple boisson alcoolisée. Il est un élément fondamental de la culture sociale, souvent lié à la convivialité, mais aussi à l'échappatoire. Et dans le film, le soju apparaît dans des scènes marquées par la solitude, la déchéance ou les tentatives de connexion humaine. Le soju il est utilisé pour illustrer l'aspiration confuse au réconfort. Boire du soju devient une manière d'adoucir la brutalité de la vie. C'est un refuge temporaire contre l'angoisse existentielle. Et chaque gorgée semble rapprocher les personnages tout en les isolant davantage, dans un cercle d'illusions et de désillusions. Le soju il est omniprésent dans la société coréenne. On boit pour fêter, pour se consoler, pour tisser des liens, mais aussi pour oublier. Et Hong, il filme le soju avec une sobriété clinique. Juste des bouteilles vertes familières, des verres humbles et des gestes mécaniques. Cela souligne la répétition vide des existences et l'incapacité à changer ou à trouver un salut durable. Donc le soju, il devient une routine aussi anodine que tragique. Et tout cela arrange bien sûr le lobby de l'alcool qui a tout intérêt à ce que cette boisson reste ancrée dans les traditions et les rituels. Hein. Et les personnages, ils laissent traîner aussi des objets personnels sans soin. Des montres, des sacs, des cahiers, parfois même de l'argent. Cela traduit leur déconnexion avec eux-mêmes et leur entourage. Hein. Ce ne sont pas des individus engagés dans leur vie. On pourrait plutôt dire qu'ils flottent et qu'ils se laissent porter. On a un exemple marquant, on a cette scène où Bokyong oublie un objet personnel dans un bar après avoir trop bu. Et perdre un objet personnel ici, c'est perdre une part de son identité, c'est signifier une fuite intérieure. Il y a aussi un autre détail très présent, ce sont les téléphones publics. Bien sûr, à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait pour communiquer. Et symboliquement, ils représentent la tentative de communication désespérée. Les personnages utilisent souvent ces cabines téléphoniques pour appeler, mais sans grande conviction, parfois sans obtenir de réponse. Et dans un monde qui semble les isoler chacun dans leur bulle, le téléphone c'est le dernier lien fragile, mais au lieu de rapprocher, paradoxalement, il accentue l'éloignement émotionnel. Hong, c'est clair qu'il refuse tout artifice. Il veut que le spectateur ressente les longueurs, l'inconfort, l'attente et la frustration. Mais pourquoi ? Parce que ce sont précisément les matières premières de l'existence humaine. La vie n'est pas un montage rythmé,
La vie, c'est attendre dans un café, c'est mal parler à quelqu'un qu'on apprécie, c'est rater une occasion sans s'en rendre compte. Et en refusant le spectaculaire, Hong il crée un cinéma de l'infra-événement. C'est un cinéma de l'antidrame. Et avec son œuvre, il pose d'emblée un regard d'une acuité douloureuse sur la vie humaine. Ce n'est pas un regard cynique, mais c'est un regard lucide, je trouve, où l'amour, la réussite, la gloire, ce sont des mirages qui s'évaporent au contact du réel. Et comme l'écrit là au-dessus dans l'ouvrage Tao Te Ching, connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est illumination. Peut-être que, comme le cochon, il nous faut toucher le fond du puits pour comprendre la vanité de ses ambitions, et peut-être paradoxalement trouver dans cette lucidité une forme d'apaisement. Et j'en viens au jeu des acteurs, qui est absolument remarquable dans leur jeu minimaliste. Il y a une importance du non-dit dans les performances. On est clairement dans une direction d'acteur proche de l'improvisation. On peut dire que, oui, il y a une place au naturel des dialogues. Et dans cette œuvre, on retrouve ce goût pour l'observation presque entomologique des comportements humains. Hong y filme des êtres perdus, indécis. Je ressens aussi de la tendresse pour ces personnages dans leur mal-être, même s'ils sont souvent nuls, ou qui semblent un peu sans histoire, ils sont naturels. Chez qui je vois, chez Hong, un casting très crédible. Il joue sans fioriture, parfois même de manière légèrement maladroite, ce qui ajoute au naturel du film. Par exemple, on a Kim Hyo-sung qui joue écrivain, il est particulièrement saisissant. Il arrive à être à la fois pathétique, arrogant et touchant. Il n'y a jamais de grands moments d'acteur classique. Il y a des fragments de vie, des hésitations et des blessures minuscules. Et j'ai ressenti une tristesse profonde en voyant ce personnage et les autres s'agiter dans leur vie existentielle. C'est un cinéma du désespoir discret. Les personnages ils mentent, ils trichent, ils rêvent, mais c'est toujours avec pudeur. Ce sont des performances d'une justesse impressionnante. Donc notre écrivain, qui est un artiste désabusé, il est sans doute la figure la plus représentative du cochon du titre. Il vit dans la pauvreté, il cherche l'inspiration dans l'alcool, il se laisse aller à la violence passive et il emprunte de l'argent à pas mal de fois. Sauf quand un homme doit payer sa caution, étonnamment il lui donne. Je sais pas pourquoi. Et il est souvent dans une position d'humiliation, notamment lors de scènes clés où il emprunte de l'argent, où il se ridiculise en public. On a un exemple frappant. Lors d'une scène dans un bar, il se saoule lamentablement et tente d'intimider les autres clients sans aucun succès. On ressent à la fois du mépris et de la pitié pour lui. Le cochon n'est pas seulement Yoseop, il est chacun d'entre nous. Lorsque nous nous débattons sans but dans notre existence, on s'imprègne de sa pitié et on se centre sur lui, notamment quand il doit faire 5 jours de détention à cause d'un raffut qu'il a mis dans un restaurant. On ne voit même jamais le juge quand il est condamné, on voit juste l'écrivain et derrière lui, mais attention, on le voit dans un angle qui nous fait comprendre qu'on n'est pas à la place du juge nous-mêmes. On est comme une personne neutre qui voyons une situation où nous-mêmes, on ne juge pas, on ne fait que constater qu'il va devoir faire son petit séjour carcéral. Et vers 35 minutes de film, on voit un plan où Hyo-seop sort de la salle. L'atmosphère, à ce moment-là, elle est sobre et elle est tendue. Et on a des murs qui sont gris clair, à l'éclairage froid, avec 2 personnages à l'intérieur. L'un est assis, vêtu d'un blouson en cuir sombre, et l'autre regarde debout et il semble hésitant. Et à travers une fenêtre intérieure, on voit Hyo-seop qui est encadré dans un plan secondaire. Donc il est accompagné d'un homme et tous les deux ils portent des habits neutres qui renforcent l'impression de quotidien morne. Et la fenêtre du coup elle agit comme une séparation physique et narrative entre 2 mondes, celui de la décision judiciaire et celui de ses conséquences. Et la lumière naturelle qui est biaisée par les murs ternes accentue le réalisme brut et presque documentaire de la scène. On voit même un calendrier coréen au mur qui affiche le mois de septembre, qui ancre donc l'instant dans une temporalité précise et ordinaire. C'est une esthétique minimaliste avec peu d'éléments de décor et qui met en valeur les tensions intérieures des personnages et la banalité oppressante de l'environnement. Et le cadrage statique et précis renforce la froideur de la situation. Hyo-seop, c'est une métaphore aussi de la création artistique. Il est incapable d'écrire.
il est le reflet des difficultés à créer du sens dans un monde sans repère. Hyo-seop, en fait, c'est Hong Sang-soo qui arrive dans cet univers de l'art, dans la création où il montre les difficultés à se faire connaître pour son talent. Hyo-seop, il cherche à éditer son livre, tout comme Hong, qui avait 35-36 ans à la sortie du film, et qui cherche à se trouver des moyens de faire des films, en tout cas après celui-ci. Et comme Hyo-seop, Hong explore dès son premier film une figure d'artiste en crise, incapable d'aimer ou d'être aimé correctement. Les errements, les hésitations ou l'autodestruction, autant de traits qui deviendront la signature de ces personnages masculins futurs. Et l'alcool, les échecs sentimentaux, la fuite face aux responsabilités, tout cela résonne avec la biographie supposée du cinéaste, parce qu'il existe beaucoup de légendes autour du réal, parfois farfelues. Et finalement, notre écrivain, il est à la fois une confession intime et un avertissement. Créer, c'est pas forcément se sauver. Et d'ailleurs, ce sera régulier dans l'intégralité de sa filmographie, et Hong parle des artistes, et dans tous les domaines. Et puis on a Bo-kyung, qui est joué par Lee Hyun-kyung, qui est donc la femme mariée et qui a un enfant issu d'un milieu plus bourgeois et qui cherche à échapper à son quotidien vide et solitaire par une liaison sans avenir. La quête d'amour et de liberté reste vaine, renforçant son sentiment d'isolement. Bo-kyung, elle incarne ainsi la profonde solitude des êtres en manque d'issue, qui est un thème cher à Hong. Elle est déchirée entre son mari, qui est autoritaire et violent, et son amant, qui est immature et inconséquent. Son regard il est souvent creux, avec des silences lourds qui en disent plus long que ses rares mots. Par exemple, lorsqu'elle est assise seule dans son salon, après une dispute avec son mari, on la voit fixer le vide pendant de longues secondes. Hong, il filme cela sans musique, sans mouvement de caméra. On est forcé de ressentir son étouffement. Et à un autre moment, on a Hyo-seop qui demande à Bo-kyung si elle fait l'amour avec son mari, et comme elle ne répond rien, on sait très bien pourquoi. Elle vit dans une routine sans fin. Elle est enfermée dans un quotidien sans passion et sans tendresse. C'est une personne qui est fragile et elle est en quête désespérée d'attention et de reconnaissance. Elle a un visage qui est souvent fermé, ce qui trahit une grande tristesse intérieure qu'elle peine à exprimer. Et l'image que vous voyez d'ailleurs en miniature, c'est Bo-kyung, qui est dos à un mur où sont écrits beaucoup de mots et de textes, comme si elle était entourée d'idées confuses qu'elle ne s'est pas rangée sur un mur blanc jaunâtre qui ne donnerait pas envie de rester dans cet endroit. Et on peut la décrire davantage dans sa construction. Elle vend un tableau qu'elle va casser elle-même. Ce geste traduit d'abord une forme d'autosabotage. Elle est incapable de réellement valoriser ce qu'elle possède et elle détruit inconsciemment ce qui pourrait représenter une opportunité ou un espoir. Et l'acte de casser le tableau, il évoque également une rupture avec l'illusion ou l'artifice. Le tableau, objet d'apparat et de valeurs conventionnelles, il est détruit comme pour rejeter une vie construite sur des apparences creuses. Et de plus, cela souligne son incapacité de s'inscrire dans les normes sociales, comme réussir ou vendre ou même échanger. Et on a notre autre personnage féminin, Min-jae, qui est joué par Jo Eun-sook. C'est la jeune vendeuse de tickets de cinéma qui incarne une forme d'espoir et d'innocence perdue. Elle va corriger les écrits de Hyo-seop, et elle va rêver d'un amour romantique, mais elle se fait exploiter et un peu maltraiter par l'écrivain. Et pourtant, elle donne des conseils à l'écrivain qui veut voir, dans son récit, une femme mourir. Min-jae, elle souhaiterait qu'elle ne meure pas, mais juste avant, elle disait tout de même que son récit restait émouvant. Min-jae, peut-être qu'on pourrait la considérer comme l'attente des critiques ou des spectateurs afin de rendre ses histoires plus joviales pour Hong lui-même, peut-être. Et même l'intérieur de son travail l'empêche de voir plus loin. La vitre jaune brouille sa vision quand elle donne les tickets, montrant qu'elle ne peut pas aller plus loin dans ce qu'elle voudrait voir. Et il est difficile d'aller plus loin quand on ne peut même pas voir en face de nous correctement. Puis on a une scène terrible qui montre Hyo-seop lui demander de l'argent avec un mélange de séduction et de menaces voilées. En fait, elle représente la jeunesse précaire et désillusionnée de la Corée du Sud des années 1990. Et dans un entretien que Samira Arjoum a eu avec Thierry de Pincin dans un échange sur le film sur Microciné sur YouTube,
dans le cadre d'un cycle sur Aung San Suu, je rejoins l'idée qu'émet Thierry de Pinsent sur l'intérêt que porte le réal au personnage féminin, parlant de boussole morale qui se place dans ce film. Et l'idée qu'elle fasse partie de la sous-société est très pertinent de la part de Pinsent. C'est quelque chose qu'on peut comprendre lorsqu'on s'intéresse aux classes sociales en Corée du Sud. Bokyung, avec son joli minois, est presque même inapproprié dans ce milieu. Et puis, on la verra dans un magasin de chaussures, acheter une paire pour son amant. Alors, on pourrait se dire qu'entourée de nombreuses chaussures, elle a l'embarras du choix, mais elle ne trouve pas chaussures à son pied. Cet achat symbolise à la fois son désir d'attachement et son illusion amoureuse. Ce geste, tendre en apparence, il est aussi chargé de malaise. Min-jae tente par cet achat de combler l'indifférence émotionnelle de son amant. Et les chaussures représentent une tentative de prolonger une relation qui s'effrite. C'est un espoir naïf d'être utile et présente dans la vie de l'autre. Elle souligne aussi l'inégalité de leur lien. Elle va donner et lui il reçoit, mais sans gratitude. Ce cadeau matériel révèle le désespoir discret de Min-jae face à un amour non réciproque. Et la banalité de l'objet accentue l'absence de véritable communication entre eux. Les chaussures censées accompagner un chemin ensemble trahissent en réalité une séparation imminente. Et cet achat est donc moins un geste d'amour qu'un geste de solitude. Elle n'a pas comme seul amant d'ailleurs Hyo-seop. Elle aura aussi une relation sexuelle avec un autre homme, le laissant aller en elle, tout en montrant un visage fermé et regardant ailleurs et presque en train de se fiche de lui en lui disant alors c'est bon, t'as eu le coup que tu voulais, t'es content maintenant. Voilà comment elle est. Et puis on a le quatrième personnage, Dong-woo, joué par Park Jin-seong, qui est le mari de Bokyung. C'est un homme jaloux, il est brutal, et lui aussi il est pathétique. C'est un personnage qui est terne mais qui incarne l'ordre social traditionnel, au moins en apparence. Son amour il est possessif, il est maladroit, il est incapable de comprendre la solitude de sa femme. Il est maladroit dans sa manière d'aimer, il est souvent étouffant et sans le vouloir vraiment. Dong-woo il est prisonnier d'une vision traditionnelle du mariage, refusant de voir son couple se fissurer. Et sous sa banalité apparente, il incarne une tragédie intime, celle d'un homme dépassé par son époque. Il est obsédé par la propreté et la fidélité, reflétant les tensions morales et sociales de l'époque. Et même quand il est avec une femme de charme, il panique, oui parce qu'il va aller jusqu'à là, et il ne sait pas comment agir, sans parler de cette histoire de dépistage. En fait, le malaise dans ce film, il est jusqu'au bout. Et il est aussi malchanceux avec son voyage d'affaires qui ne se passe pas du tout comme c'était prévu. Son voyage, il est d'abord une tentative de fuir sa vie insatisfaisante, marquée par l'échec professionnel et des relations amoureuses stériles. Et la rencontre avec la Dame de Joie peut être interprétée de plusieurs façons. Elle représente d'abord une fuite vers l'illusion, incapable de créer un lien véritable avec les femmes de sa vie. Et Dong-woo, il se tourne vers une relation monnayée, donc éphémère, où l'attachement émotionnel est remplacé par une transaction. Cela souligne son incapacité à communiquer sincèrement et sa détresse affective. Et sur un plan plus existentiel, la prostituée est aussi une métaphore de l'errance humaine. Dans le monde dépeint par Hong, les personnages cherchent un réconfort immédiat dans un univers désenchanté. Et ils se débattent dans un vide émotionnel où l'amour, l'art et la réussite semblent inaccessibles. Et enfin, cet épisode peut être vu comme un reflet de la chute évoquée dans le titre. Tout comme le cochon tombe dans le puits, Dong-woo s'enfonce lui aussi dans une impasse morale. Sa rencontre avec la Dame de Joie n'est pas une solution, mais plutôt un symptôme supplémentaire de sa dérive. Même pour lui parler, ils tournent autour du pot et ils sont incapables de démarrer une conversation un tant soit peu cohérente. Elle va même demander, ok, mais de quoi on parle? De différentes manières. Puis, il n'est pas seul dans cette situation, Dong-woo, puisqu'il y a un voisin de chambre d'hôtel qui voit aussi une maîtresse. Et vers 52 minutes de film, la scène montre des couleurs bleu clair et rose prenant chacune une moitié du cadre. Et cela souligne avec force l'état émotionnel des personnages, en particulier celui de Dong-woo qu'on voit surtout en face de nous, et la femme qui est surtout vue de dos.
Le bleu, souvent associé à la froideur, à la tristesse ou au détachement, occupe une moitié du cadre. Il traduit l'isolement intérieur de Dongguo. Et en contraste, le rose, lié à la sensualité, à l'affectif ou à une chaleur illusoire, colore l'autre moitié. Il incarne l'apparente intimité physique avec la prostituée. C'est une relation fondamentalement vide d'amour ou de compréhension réelle. Et cette opposition visuelle entre les deux couleurs spatialise le conflit interne du personnage, pris entre un besoin de chaleur humaine et une incapacité émotionnelle à s'y abandonner pleinement. Puis, le cadrage rigide accentue cette division. L'univers affectif, il est fragmenté, mais sans possibilité de fusion. Et à travers cette mise en scène chromatique simple mais puissante, Hong, il va exposer la dissonance entre corps et esprit, entre désir charnel et entre désir émotionnel. L'artificialité du rose souligne aussi la fausseté du réconfort trouvé auprès de la prostituée, tandis que le bleu rappelle l'implacable solitude du protagoniste. Et cette composition crée une tension latente, une espèce de tristesse sourde qui caractérise toute l'œuvre de Hong. Donc on peut comprendre que les protagonistes peuvent être décrits comme égocentriques ou apathiques, peuvent ne pas susciter l'empathie du spectateur, surtout s'il n'est pas familier de ce cinéma. Cette distance émotionnelle peut entraver l'engagement du spectateur envers l'histoire, et pourtant, les personnages ils sont profondément humains, dans toute leur complexité, ils sont faibles, ils sont contradictoires, ils sont parfois cruels ou maladroits, et ce réalisme émotionnel n'est pas ce que je vois en général au cinéma, dans les films que j'ai vus en tout cas. Plutôt que de rendre ces personnages aimables, Hong, il va montrer qu'il refuse les caricatures et il va traiter ces personnages avec honnêteté et sans jugement moral dans une société où se marier avant tel âge et avoir une stabilité dans le travail et sentimentalement est une norme qu'il faut respecter ou alors on est mal vu. C'est même sous-entendu dans l'œuvre où une fille doit, à partir de tel âge, se séparer de tout objet ou vêtement ou quelconque signe lié à l'enfance. Sinon, elle est jugée. Et la question du mariage, qui est aussi présente quand Hyo-seop demande à une connaissance quand est-ce qu'il va se marier. Et cette connaissance est jouée par Song Kang-ho, que vous avez certainement vu dans la plupart des films de Bong Joon-ho. Alors, je reviens sur Tiré de Pince qui était chez Microciné, où je suis d'accord avec lui sur les scènes crues, où il y aurait peut-être une interrogation si les scènes sont des viols, alors que ce n'est pas le cas. En fait, Hong, c'est pas un réalisateur malsain, selon moi. Il est même plutôt éloigné de la situation dans son cadrage. Il n'est pas du tout pervers. De mettre en scène ceci montre que c'est quelque chose qui questionne Hong, c'est sûr. Mais pas au point d'en faire des scènes forcées pour y voir du voyeurisme, de quelque chose de violent, contrairement à Kim Ki-duk que cite De Pincin. On a aussi sûrement une vision différente en France de Hong, avec la vie sentimentale qu'il a connue, où il est jugé lourdement sur la morale dans son pays d'origine, mais à ce jour, il lui est surtout reproché de ne pas correspondre à la vision romantique du couple, sans pour autant qu'il n'ait été accusé, ou plus que accusé, ou même décrié, de quelconque VSS, contrairement à bon nombre de cinéastes, incluant des réalisateurs et acteurs sud-coréens. Et chez Hong, les relations entre hommes et femmes, ce sont aussi des malentendus constants. L'homme, il est souvent égoïste, il est lâche, et il est perdu dans ses fantasmes d'artiste ou de séducteur, alors que la femme, quant à elle, elle oscille entre l'attente, la colère et une forme de résignation douce. Et aucun personnage n'est idéalisé. Tous, ils sont faibles, ils sont vulnérables et ils sont souvent cruels, sans le vouloir. Et l'amour n'est pas un idéal romantique. Il est conflictuel et fait d'espoir brisé et de lassitude. Alors, je reviens sur le titre où j'ai expliqué le cochon qu'on pouvait associer à différentes personnes. Mais dans le film ou nous-mêmes, on peut trouver une interprétation encore plus précise dans l'article du film sur le site du Ciné-Club de Caen qui dit le titre renvoie à la chute de la dictature militaire en Corée du Sud qui a stoppé l'ère des combats collectifs et rendu les gens à eux-mêmes. Cela va même plus loin dans la sociologie du pays puisqu'il s'agit d'une expression en Corée du Sud. Le jour où le cochon est tombé dans le puits signifierait pour les Sud-Coréens, tout bêtement, un jour où rien ne va, c'est juste une mauvaise journée.
symbolisant donc la désillusion et le malaise existentiel d'une génération confrontée aux bouleversements sociaux et économiques de la Corée du Sud post-dictature. Et ce que Hong filme au fond, c'est l'impossibilité d'être pleinement vivant. Le titre, c'est une énigme en soi. Le jour où le cochon est tombé dans le puits. C'est un peu une image absurde, un peu ridicule, mais aussi tragique. C'est un animal qui tombe dans un endroit d'où il ne peut plus sortir. Ce titre, c'est une métaphore. Chaque personnage est un cochon tombé dans un puits. L'écrivain dans son narcissisme stérile, la vendeuse dans sa quête d'amour vouée à l'échec, et le mari jaloux dans son propre ressentiment. Hong, il nous dit, parfois, tomber dans le puits, c'est vivre. Et la chute, ce n'est pas un accident. On a aussi un pot de fleurs dans un espace public qui peut même faire office de puits où le regard s'en plonge. Et c'est l'essence même de l'existence. On y voit un gouffre entre les êtres. Et le film ne donne aucune réponse. Il nous plonge dans le malaise et nous laisse méditer sur notre propre condition. Tous les personnages y poursuivent quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. L'amour pour Min-jae, la reconnaissance littéraire pour Hyo-seop et une vie meilleure pour Bo-kyung. Chaque personnage du film semble confronté à cette question silencieuse. Vaut-il la peine de continuer à vivre quand nos désirs sont sans issue et quand la communication est impossible et que l'amour s'effrite dans la banalité du quotidien? Comme dans La nausée de Jean-Paul Sartre, les gestes les plus anodins, fumer, boire ou séduire, deviennent lourds et vides de sens. On y voit un rapport au temps. Le temps semble suspendu. Les jours passent, les personnages errent sans but clair. Et on sent que Hong il veut casser la notion de cause-effet au profit d'une expérience du temps beaucoup plus proche de la vie réelle, comme le faisaient Ozu ou Godard dans leurs œuvres les plus audacieuses. Et à un moment, on voit Dong-woo durant une cérémonie funéraire où le destin le fait rencontrer Hyo-seop. Et oui, il porte une coiffe traditionnelle coréenne appelée le bakrip, littéralement chapeau blanc. Le bakrip, c'est historiquement porté par les hommes en période de deuil, notamment lors du décès d'un parent ou d'un souverain. Et fabriqué à partir de chanvre ou de ramie non teintée, il est conçu sans les ornements habituels des chapeaux formels, reflétant ainsi la sobriété et l'humilité attendues pendant le deuil. Et la couleur blanche du chapeau symbolise la pureté et la séparation du monde des vivants, conformément aux traditions confucéennes qui ont fortement influencé les rites funéraires coréens. Et dans le contexte du film, le port de ce chapeau par Dong-woo souligne son rôle de proche du défunt et son engagement dans les rites funéraires traditionnels. Et ce détail vestimentaire renforce l'authenticité culturelle de la scène et met en lumière l'importance des codes vestimentaires dans les cérémonies de deuil en Corée du Sud. Alors parlons un peu de la fin du film et la thématique du rêve chez Hong. Dans un supposé rêve, on voit une vision avec le voyou amoureux de Min-jae, avec qui elle avait couché comme étant un crime contre Hyo-seop et Min-jae, et on se demande alors si ce rêve il est réel ou non. Alors on peut supposer ce qu'on veut, on n'en est pas tout à fait sûr. Et puis Min-jae et Hyo-seop, quand on y réfléchit bien, ils ne se seront jamais mis ensemble convenablement. Hyo-seop, il aura finalement connu une fin qui condamne ses actions, mais de façon brutale, selon si on croit que le rêve est un rêve ou une concrétisation de la réalité. Alors notez que ce type de scène montrant un crime n'est pas habituel chez Hong par la suite. Et la séquence finale avec Bo-kyung, c'est d'une grande richesse symbolique, fidèle au style minimaliste du cinéaste. Elle est seule dans son salon, elle pose méthodiquement des journaux à terre, vêtue simplement d'un t-shirt blanc, presque une figure dépouillée de tout artifice. Ce geste minutieux, presque absurde, peut être interprété de plusieurs façons. D'abord, il évoque un besoin de contrôle ou d'organisation dans une vie marquée par le chaos émotionnel et relationnel. Bo-kyung, tout au long du film, a été ballotté entre des hommes qui la traitent avec indifférence ou mépris. Elle n'a jamais réellement pu prendre en main sa propre trajectoire. Poser les journaux, qui est un geste insignifiant, devient un acte symbolique de reprise de pouvoir sur un petit espace, sur un moment donné. Et ensuite, la blancheur de son t-shirt et la nudité de la pièce autour, qu'elle
où elle est renforce l'idée de purification, de dépouillement. Et après les tourments affectifs, il ne reste donc que Bo-kyung, seule face à elle-même, réduite à l'essentiel. Et le vide autour d'elle n'est pas forcément tragique, hein. Il ouvre aussi à une possibilité de renaissance. Et quand elle ouvre la porte-fenêtre et regarde dehors, ce mouvement traduit l'espoir, ou au moins l'idée d'une ouverture possible. L'extérieur représente le monde, c'est l'avenir, peut-être même la liberté, mais c'est un regard hésitant, mais pas triomphal. Il n'y a pas de franchissement du seuil. Elle constate seulement que quelque chose existe au-delà de son enfermement. Et ainsi, cette fin est profondément ambiguë. Est-ce un nouvel élan ou simplement la conscience lucide de sa solitude inévitable? Hong montre-t-il que son cinéma n'en est qu'au début d'une longue aventure malgré l'amorosité du sujet qu'il souhaite traiter? Et ben, il refuse toute résolution facile. Le film se clôt dans une suspension à l'image de la vie intérieure du personnage entre stagnation et légère promesse de changement. Et le geste des journaux, la tenue, l'ouverture de la porte, tout semble dire que dans ce monde banal et souvent cruel, le moindre geste de soin, de curiosité ou d'ouverture est déjà une forme de résistance silencieuse. Le rêve chez Hong n'est pas toujours un idéal lumineux, c'est souvent un mirage, un reflet de désir inassouvi ou mal formulé. Yoseop incarne la figure du rêveur désabusé. Il aspire à une grande reconnaissance littéraire, mais il est incapable d'écrire ou de publier quelque chose de véritablement marquant. Il vit dans une forme d'illusion continue, persuadé qu'il est un grand artiste incompris. Et ce rêve d'accomplissement artistique le maintient dans une inertie destructrice. Il ne progresse ni professionnellement et ni personnellement. On le voit traîner dans son appartement en désordre, buvant et errant, incapable de concrétiser ses projets. Et ses discussions avec ses amis ou conquêtes révèlent son sentiment d'être supérieur, alors même qu'il est dans l'échec. Et les personnages féminins, notamment Bo-kyung, rêvent aussi d'un ailleurs, d'une vie meilleure, notamment en termes affectifs. Bo-kyung, elle entretient une relation clandestine avec Yoseop, mais aspire secrètement à un amour plus sincère et plus respectueux que celui qu'elle vit. Et ces scènes de solitude, notamment lorsqu'elle se regarde dans le miroir, trahissent une profonde mélancolie, où elle semble rêver d'une autre vie, loin de ses humiliations quotidiennes. Hong utilise une structure fragmentée et des répétitions de situations qui créent une sensation de flottement. Alors, le film n'a pas besoin de progression linéaire forte, où les désirs des personnages semblent toujours retomber, comme s'ils étaient pris dans une boucle sans fin. L'impression de déjà vu dans certaines scènes de beuverie ou de disputes amoureuses donne une sensation de rêve inachevé, de tentatives répétées pour changer quelque chose, en vain. Et le rêve est une tension intérieure, il nourrit les personnages autant qu'il les détruit. Le rêve est moteur de désir, mais il est aussi ce qui rend leur vie profondément triste et stagnante. Et Hong ne filme pas des rêves glorieux, mais des illusions fragiles, érodées par la réalité. Et avec tout ce que j'ai dit là sur le film, avant de conclure, en plus on a un exemple frappant avec le Festival de Cannes de 2025, mais Hong, c'est quand même un personnage fascinant parce que quand vous voyez comment il est dans les autres films et surtout dans la vie réelle pendant les entretiens ou les interviews ou les masterclass, ces films sont à son image. Parce que quand il se demande ce qu'il fait là au Festival de Cannes par exemple, c'est à l'image de ces personnages dans ces films, c'est quoi? En fait, il est là, il sait qu'il vit, mais en fait, pourquoi? C'est vraiment fascinant. Je vous jure que l'attitude de Hong elle est vraiment passionnante. On lui pose des questions et il répond avec une réponse, des fois en un mot ou en deux mots, mais c'est pas la réponse attendue. Et bah, son cinéma il est aussi inattendu que le personnage lui-même. On est vraiment dans cette illustration parfaite. Donc pour conclure, le jour où le cochon est tombé dans le puits, eh ben, c'est un film inaugural. C'est un film majeur pour comprendre la singularité de Hong. Il annonce tout son travail futur. C'est un cinéma du quotidien, de l'ellipse et de la faille. Alors, la plupart des critiques que j'ai pu lire sur Letterboxd ou d'autres sites soulignent que ce premier long-métrage pose les bases du style de Hong, caractérisé par une exploration introspective des relations humaines, évidemment. Je pense qu'à peu près tous les gens qui ont vu le film sérieusement s'accordent à dire. Le film il adopte une structure en mosaïque présentant les perspectives croisées de plusieurs personnages.
On peut voir cette approche comme une méthode efficace pour explorer les complexités des interactions humaines et les malentendus qui en découlent. C'est aussi un film courageux parce qu'il ose ne rien offrir de réconfortant. Il montre l'humain dans sa pauvreté émotionnelle, sans cynisme et sur le ratage existentiel. Et quelque part, c'est précisément dans cette honnêteté radicale que réside sa beauté. Alors je pense qu'il voulait faire un cinéma qui soit un miroir sale, hein. Pas un fantasme, mais plutôt un reflet cru. C'est un cinéma du réel et de l'intime qui laisse toute la place au spectateur pour ressentir, pour projeter et pour interpréter. Le cochon tombé dans le puits, c'est peut-être cette humanité engluée dans ses propres désillusions, incapable de sortir du piège de ses aspirations déçues. C'est un film qui demande de la patience, qui ne cherche jamais à séduire. Et ce que le film raconte, c'est que ce n'est pas une histoire classique déjà, c'est une collection de frustrations, d'échecs minuscules et de rêves éteints. Et peut-être que ce film ne raconte rien d'autre que ce qui montre la médiocrité magnifique de nos existences, un puissant fond qui fait mal, doucement, et qu'on n'oublie pas. Il ne me donne pas du tout envie d'être comme ces personnages, au contraire. Peut-être pas pour Bo-kyung, parce que, comme elle, il faut toujours espérer. Parce qu'il y a un océan de possibilités qui existe ailleurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ouvert à la discussion à propos du film à travers les commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage de cette œuvre. Toutes les sources qui ont servi à la construction de ce podcast sont actuellement citées dans cette fin de vidéo et en description. Et je vous propose aussi d'autres films qui peuvent avoir un lien avec le jour où le cochon est tombé dans le puits. Daome Boyo.